Merci beaucoup. Je travaille surtout sur la société parisienne, donc il va y avoir pas mal d'exemples ou d'éléments sur Paris. Voilà, j'essaierai quand même de temps en temps de sortir de Paris aussi. J'ai travaillé sur l'apprentissage, sur le salariat à Paris, sur le notariat. Je continue à travailler sur les notaires de Paris et puis récemment sur les couturiers de Paris. Donc voilà, donc il y a un certain nombre d'exemples que vous entendrez qui seront des exemples comme ceci privilégiés. Tout ceci pour vous dire ce qui fait ma connaissance de la thématique du jour, le travail citadin. Elle est assez spécifique, vous le comprendrez. Alors, au Moyen-Âge, la ville, c'est d'abord un vaste ensemble de marchés, de boutiques, d'ateliers et de foires. C'est d'abord cela qu'on vient chercher en ville, et c'est ainsi que la ville aime se présenter, et c'est ainsi qu'elle aime donner l'image d'elle-même, ces images très célèbres d'une foire en ville, ou des ateliers et boutiques sur les ponts de Paris que vous voyez ici, sur le Grand Pont et le Petit Pont de Paris sont très célèbres, vous voyez un certain nombre d'ateliers. Toutefois, et je vais le dire d'emblée sans y insister longuement, aucune activité n'apparaît alors comme spécifiquement citadine. Il y a des cultures potagères, il y a de la viticulture, il y a même de l'élevage en ville, et même à Paris. La ville médiévale est en effet bien moins minérale que notre ville européenne contemporaine. Et on a pu calculer ainsi que vers 1400 à Paris, un tiers de l'espace intérieur aux murs de Paris, un tiers de l'espace intramuros, n'est pas bâti et est occupé en fait en parcelles cultivées, en vignes, en terrain vague aussi, mais en tout cas n'est absolument pas un espace minéral. Les animaux sont présents dans la ville, les porcs, les bêtes sont présentes dans la ville aussi pour les besoins de la consommation urbaine. Et puis il y a dans toute une série de petites et de moyennes villes, une partie non négligeable des citadins qui travaillent dans les campagnes alentours. Clément Gurville l'a montré pour Paris, les laboureurs et les vignerons de Paris sont encore présents jusqu'au XVIIe siècle et ils sont fort nombreux. Alors, là c'est juste une petite image, mais par exemple, vous voyez, si vous prenez un plan de Paris vers 1380, qui a été établi par l'équipe Alpage, vous voyez en fait que c'est dans le quart nord-est de Paris qu'un vaste espace reste encore vers 1380-1400, encore non bâti. Et vous avez ici la culture du Temple, la culture Serre-Gervais, la culture Sainte-Catherine également. Tous ces vastes espaces sont en fait, sont en fait des parcelles cultivées. Donc on ne s'étonne pas de cette forte présence encore de laboureurs, de vignerons, de jardiniers et de maraîchers dans la ville médiévale. Cela dit, ce n'est pas de cela que je vais ensuite vous entretenir dans les minutes qui suivent. Une des caractéristiques de la ville médiévale, c'est bien qu'une grande partie des actifs y est occupée à autre chose que le labeur des champs. Et ce qui fait la ville dès cette époque, c'est la concentration, la densité, la diversité des activités productives et marchandes qui s'y déroulent. Alors, je vais vous parler de ces activités productives et marchandes citadines en deux temps, principalement. D'abord, je reviendrai sur des choses qui sont assez connues et que notamment l'exposition qui a lieu en ce moment au musée sur le verre au Moyen-Âge illustre parfaitement, c'est le fait qu'on assiste à une véritable valorisation du travail technique, et en particulier, notamment du travail technique citadin, même si le travail du verre ne se déroule pas entièrement. Il y a toute une série de phases du travail du verre qui ne se déroulent pas en ville. On assiste à une valorisation du travail citadin. Et puis, on verra ensuite, une chose qu'il faut aussi se remémorer, c'est que cette reconnaissance du travail citadin, elle s'accompagne finalement de certaines ambiguïtés quant au statut des travailleurs citadins, du moins d'une partie d'entre eux. Et donc, travailler en ville au Moyen-Âge, c'est pouvoir accéder à une certaine estime sociale, mais sous certaines conditions seulement, et des conditions qu'on peut considérer comme assez restrictives. Alors, je vais partir, si vous le voulez bien, dans ce premier temps où je rappellerai la valorisation du travail citadin. Je vais partir de ce texte extrêmement connu, qui est un extrait du Conte du Graal, Perceval le Gallois, de Chrétien de Troyes, un texte qui date de la fin du XIIe siècle et qui raconte l'arrivée de Gauvin dans la ville
évidemment légendaire, romanesque, d'Escavalon. Et donc le chevalier Gauvin arrive dans la ville, au-dessus de la ville, et puis voilà ce que nous raconte Chrétien de Troyes. Il regarde aussi la ville, peuplée de beaux hommes et de belles femmes, et les tables des changeurs, couvertes de pièces d'or, d'argent et de menue monnaie. Il voit les places et les rues pleines de bons ouvriers qui travaillaient aux métiers les plus variés. Ici, on fait des aumes et des haubères, là des selles et des écus, ailleurs des harnachements de cuir et des éperons. Les uns fourbissent des épées, les autres tissent des draps et les foulent, les peignent ou les tondent. D'autres encore font de l'or et l'argent. Ailleurs, enfin, on fait de belles et riches vaisselles, coupes, anappes, écuelles et des émaux précieux, anneaux, ceintures et colliers. On a l'impression de visiter un peu le musée de Cluny. Vraiment, on eût volontiers dit qu'en la ville se tenait une foire perpétuelle, tant elle regorgeait de richesses, cire, poivre, graines et fourrures de verre et de gris, et toutes marchandises qui se peuvent imaginer. Alors, cet extrait d'un texte, d'un roman courtois extrêmement célèbre, nous montre d'emblée en fait la valorisation du travail citadin, des activités citadines, une valorisation qui se place au cœur même du genre aristocratique le plus parfait de l'époque, à savoir le grand roman courtois, et là en l'occurrence celui de Chrétien de Troyes. Alors pourquoi le travail citadin, pourquoi les activités citadines sont-elles ainsi célébrées? D'abord pour leur profusion, pour leur nombre, et pour leur variété, le change, la fabrication des pièces de l'armure, des pièces du harnachement, les opérations du textile, le travail du métal, la fabrication des ustensiles de table, la fabrication des objets précieux, des accessoires de la parure, le travail des fourrures, etc. etc. Et donc ce que célèbre le roman courtois, c'est cette diversité d'activités que l'on peut parfaitement recouper, évidemment, au-delà de ce texte-là, qui est un texte d'abord littéraire, qui raconte les aventures de Gauvin, en l'occurrence, dans ce passage-là. On peut parfaitement le recouper, par exemple, à la fin du XIIIe siècle, donc on est un siècle plus tard, à Paris, les documents fiscaux que nous ont laissés les archives parisiennes montrent, parmi les contribuables parisiens, pratiquement pas loin de 500 activités. C'est-à-dire que sur l'ensemble des contribuables parisiens qui sont enregistrés, près de 500 activités différentes sont enregistrées comme telles. À côté des noms des Parisiens, vous avez leurs activités. Donc une très grande diversité d'activités. À cette époque, Paris compte plus de 250 000 habitants et ils se répartissent ainsi au moins dans 500 activités. Il y a uniquement les contribuables et pas tous les autres. Ces activités très diversifiées occupent une population nombreuse, ce que le texte souligne aussi à sa manière, et effectivement c'est la diversification des activités citadines qui accompagne la croissance urbaine, la grande croissance urbaine des 12e, 13e siècles, celle qui fait qu'à la fin vers 1300, l'Europe compte peut-être 17 millions de citadins déjà, et que cette population citadine a gonflé de quelques millions en 2 siècles. Alors, l'une des activités qui occupe le plus de monde dans ces villes, c'est la draperie, qui explique notamment cette croissance urbaine, cette croissance démographique urbaine importante, c'est la draperie, c'est-à-dire la production de draps de laine, des draps de laine destinés à fabriquer ensuite des vêtements. Les draps de laine servent à cela principalement, ensuite à confectionner des vêtements, enfin une partie des vêtements. Et donc la draperie s'organise en de multiples opérations dont toute une série ont lieu en ville. Et la draperie nécessite des bras extrêmement nombreux et occupe des bras extrêmement nombreux. Alors, ici, vous avez une carte que j'ai reprise, qui est une carte ancienne, qui a été dressée par Roberto Lopez, mais qui est tout à fait valable, et qui vous montre les grands centres textiles, les grands centres textiles en Europe au XIIIe siècle, où vous retrouvez ces concentrations bien connues des villes textiles de la Flandre, du nord de l'Europe, et puis de l'Italie du nord, et puis ensuite des centres textiles un peu plus dispersés dans le sud de la France, dans le nord de la France, en Angleterre et dans la péninsule ibérique. Alors, vous voyez, une coïncidence entre les grands centres textiles et puis l'Europe urbaine, tout simplement, l'urbanisation de l'Europe.
Alors ce qui explique cette extrême diffusion dans la population de la draperie, c'est le fait que c'est une industrie extrêmement fractionnée. Pour produire un drap de laine, qui ensuite va servir à fabriquer des vêtements, il faut procéder à un ensemble d'opérations très nombreuses, dont ici, j'ai essayé, alors j'espère que vous voyez à peu près sur la diapo, vous arrivez à lire les mots sur la diapositive, donc j'ai tenté de résumer en simplifiant beaucoup la succession des opérations en suivant Dominique Cardon, mais que Dominique Cardon me pardonne si j'ai dû procéder forcément à des simplifications. Il y a 3 grands ensembles d'opérations qui mènent de la laine au drap de laine. C'est d'abord la préparation du fil, ensuite les opérations de tissage et ensuite toutes les opérations de finition. Et j'ai essayé de résumer, de synthétiser les principales opérations qui composent la préparation du fil, puis le tissage, puis les opérations de finition. Et à chacune de ces opérations, vous avez des corps de métier qui interviennent pour y procéder. Donc au total, on considère que la production d'un drap de laine, à partir du moment où la laine a été prélevée les toisons ont été prélevées sur les bêtes, prend plusieurs semaines, un peu plus qu'un gros mois, plusieurs semaines, mais d'une activité extrêmement dispersée entre de multiples spécialistes, de multiples ateliers et de multiples lieux aussi. Une partie de ces opérations a lieu en ville, ce sont en particulier les activités de tissage et les finitions. La préparation du fil, souvent, pour une partie des opérations, se déroule à la campagne ou dans les bourgs, mais malgré tout, une grande partie des opérations a lieu en ville. Et donc, par exemple, on considère qu'il y a, dans la grande ville de Florence, qui développe une draperie importante au XIIIe et au XIVe siècle, c'est 26 corps de métiers qui interviennent dans cette chaîne de fabrication, 26 corps de métiers différents interviennent, et 30 000 personnes au début du XIVe siècle à Florence, soit près d'un quart de la population, en fait, près d'un quart de la population est occupée à ces différentes tâches de la draperie, donc la production de draps de laine. Donc, vous voyez, il y a en ville une activité, en particulier une activité textile. Là, je vais parler uniquement des draps de laine, mais on pourrait parler de l'activité textile qui se fonde sur d'autres, qui utilise d'autres fibres. Une activité textile extrêmement populeuse, qui occupe énormément de monde et qui occupe des artisans systématiquement assez spécialisés. Alors, voilà, donc là, quelques images assez connues aussi, qui sont reprises de livres qui ont été composés à Nuremberg au XIVe et au XVe siècle. Ce sont les livres des 12 frères des maisons Mendel et Landauer. Alors, ils comportent un gros ensemble d'images qui montrent des artisans, des ouvriers au travail. Et là, j'ai simplement rassemblé 6 images où vous voyez en fait spécifiquement des artisans du textile. Donc vous avez au milieu 2 personnes qui utilisent des métiers à tisser différents. Vous avez ici sans doute des opérations de teinture. Ici, c'est un tondeur de grande force qui tond le drap. On est dans les opérations de finition en fait du drap de laine. Voilà, donc un certain nombre comme ça d'images qui vous permettent de retrouver une partie de la réalité des opérations. Cela dit, il y a une chose que ces images ne montrent pas, c'est le fait que ces opérations ne sont pas uniquement masculines. Ici, vous ne voyez, alors je ne sais pas si vous les voyez très très bien, mais vous n'avez que des hommes qui sont représentés. C'est lié à la source elle-même, qui émane de maisons, en fait, qui étaient des maisons qui accueillaient charitablement 12 frères. Le livre des 12 frères de la maison Mendel accueille 12 frères, donc des hommes. Bon, donc ce sont des hommes qui sont représentés. Mais en réalité, certaines de ces opérations étaient des opérations qui étaient effectuées aussi bien par des hommes que par des femmes, voire uniquement par des femmes quand il s'agissait en particulier de la préparation du fil. Alors, une autre chose sur laquelle on peut insister après Chrétien de Troyes, ça va un peu me servir de guide, de fil pour ce propos, ce texte de Chrétien de Troyes, c'est que les activités citadines ne sont pas seulement valorisées pour leur profusion, elles sont valorisées aussi pour leur technicité. J'ai commencé un peu à le dire, et ce sont ces mots, les mots de bons ouvriers qu'emploie Chrétien de Troyes.
Le terme de bons ouvriers, il estime que dans la ville, il y a plein de bons ouvriers. Alors, le mot bons ouvriers en français renvoie au terme operarius et à l'opus en latin, ce qui désigne, la racine désigne en fait le travail créateur, les travailleurs créatifs. Et donc c'est une manière de désigner les opérations de travail qui est spécifique, puisqu'il s'agit d'insister vraiment sur la dimension créative du travail, en l'occurrence un travail citadin, qui est à distinguer, une manière de désigner le travail qui est à distinguer du mot labor et du mot français laboureur, qui renvoie, ces deux mots, à la notion de peine. Ce n'est pas celle-ci qu'emploie Chrétien de Troyes, et de fait, les artisans citadins aiment à être dénommés ouvriers, parce que cela renvoie à cette idée d'un travail créateur. Et on assiste à cette époque effectivement à une mise en avant de cette créativité que peut recouvrir le travail, notamment le travail citadin, et à cette technicité que peut recouvrir le travail citadin. Alors là, je vais rappeler des choses assez connues. On est dans une période, à partir du XIIe siècle, qui met en avant la technicité du travail et notamment qui relie certaines activités à ce qui est appelé les arts mécaniques. Les arts mécaniques, il s'agit de quoi ? En fait, d'art dont on considère qu'il mobilise un savoir technique dont l'acquisition est indispensable à la réalisation d'objets nécessaires pour satisfaire un certain nombre de besoins, un besoin considéré comme juste, un besoin des hommes qui sont considérés comme justes. Des arts mécaniques, alors on a par exemple, c'est un terme qu'on retrouve sous la plume de Hugues de Saint-Victor, qui s'est installé à un moment à l'abbaye de Saint-Victor à Paris, près de Paris, et qu'on retrouvera aussi dans d'autres textes à partir du début du XIIe siècle. C'est l'époque à laquelle Hugues de Saint-Victor écrit. Cette valorisation des arts mécaniques, des activités techniques nommées arts mécaniques, elle repose aussi sur un rapprochement, peut-être pas une équivalence, mais un rapprochement entre ces activités techniques et ce que connaissent ces savants, ces théologiens, ces penseurs, à savoir les arts libéraux. Quand on parle d'art mécanique, c'est une façon de promouvoir un certain nombre d'activités techniques, non pas au rang des arts libéraux, mais du moins de les rapprocher des arts libéraux. Que sont les arts libéraux ? Il s'agit des 7 arts censément hérités de l'Antiquité et qui s'enseignent dans les écoles supérieures ecclésiastiques au XIIe siècle et qui s'enseigneront ensuite, au moins pour une partie d'entre elles, dans les universités à partir du XIIIe siècle. Et donc les arts libéraux, vous avez les 3 arts du mot et les 4 arts du nombre, grammaire, rhétorique, dialectique ou logique, arithmétique, géométrie, astronomie et musique. Et donc parler d'un certain nombre d'activités techniques comme des arts mécaniques, c'est une façon de les rapprocher de ces arts libéraux qui forment les intellectuels, les penseurs, les théologiens de l'époque. Toute une littérature scientifique commence à fleurir à partir du XIIe siècle. C'est une partie du propos du catalogue de l'exposition sur l'art du verre au Moyen-Âge. Et puis, un peu plus tard, ce sera aussi l'époque d'un certain nombre de traités techniques au XIVe et XVe siècle. Donc, se constitue à partir du XIIe siècle l'idée qu'il y a une culture technique. Émerge une culture technique qui est une culture écrite et qui est promue, peut-être pas au rang des arts libéraux, peut-être pas au rang de ces sciences libérales, mais pas si loin d'elles malgré tout. Alors, dans, je dirais, le même mouvement, dans ce même mouvement qui est à la fois un mouvement culturel et qui est plus que ça, qui est aussi un mouvement social, ces activités techniques connaissent une reconnaissance, jouissent d'une reconnaissance certaine, une reconnaissance qui est à la fois une reconnaissance sociale et politique, par le biais de la diffusion d'institutions nouvelles qui sont appelées, alors qu'on appellera plus tard les corporations, donc on peut par commodité les appeler ainsi, mais qu'à l'époque on appelle métiers, ans, guildes, arti, zunfte, etc., etc. En fait, la liste des mots est plus longue, mais j'ai repris, on va dire, les plus fréquents.
À partir du XIIe siècle, effectivement, se diffuse l'institution du métier, c'est-à-dire la communauté professionnelle des spécialistes d'une activité, une communauté professionnelle de spécialistes qui se donne des règlements qui organisent l'accès au métier, donc la possibilité même d'ouvrir un atelier ou d'ouvrir une boutique dans telle ville. Une communauté de métiers qui définit aussi les modes de désignation de ses représentants dans la ville et auprès des pouvoirs citadins. Une communauté de métiers qui définit aussi dans ses statuts parfois des normes techniques extrêmement précises, des normes de fabrication des produits. Souvent, pas toujours non plus, tous les métiers ne procèdent pas ainsi. Et ces communautés de métiers se voient ainsi reconnaître en fait, des monopoles d'exercice de certaines activités. Et donc le très célèbre livre des métiers d'Étienne Boileau recueille les règlements d'une centaine de métiers parisiens vers 1260. Ces règlements, ce type de règlement qui organise ainsi des communautés professionnelles spécialisées et qui veillent à leur territoire professionnel. Alors il y a quand même des villes et des régions qui ignorent l'institution du métier tout au long de ces siècles médiévaux. C'est le cas de Lyon, c'est le cas de Nuremberg, c'est le cas de Bordeaux. Mais le mouvement, malgré tout, de diffusion de ce type d'institution en ville est très large et très vaste. Et cela n'empêche pas les villes et les régions qui n'y participent pas, malgré tout, de finalement connaître le même mouvement général de valorisation des activités techniques. Même s'ils n'adoptent pas la forme du métier, la forme institutionnelle du métier, ils sont quand même touchés par ce mouvement général de valorisation des activités techniques. J'ai cité Nuremberg. Nuremberg ne connaît pas l'institution du métier, mais on a vu tout à l'heure que Nuremberg produit des livres. Certaines institutions de Nuremberg produisent des livres qui mettent en valeur clairement certaines activités professionnelles. Alors, les métiers et leurs membres, ceux qui sont détenteurs d'ateliers, jouissent en ville d'une place respectée, comme en témoignent certains vitraux des églises. Ça aussi, c'est très connu. Je ne peux pas y insister beaucoup. Il y a quelques vitraux. Ce n'est pas non plus tous les vitraux qui représentent ce genre de choses, mais voilà, on a un vitrail de la cathédrale de Bourges qui est intéressant puisqu'il a donné à Dominique Cardon en fait la première attestation la première représentation d'un métier à tisser double, où interviennent non pas un tisserand mais deux tisserands, ce qui permet de produire des draps de laine plus larges qu'un métier à tisser où intervient un seul tisserand. Vous avez certains vitraux de la cathédrale de Chartres. Ici, c'est un vitrail des fourreurs. Et puis, des vitraux peut-être moins connus, à Semur en Auxois. Il y a, à la collégiale Notre-Dame de Semur en Auxois, il y a une série de vitraux plus tardifs du XVe siècle qui représentent un ensemble de métiers. Là, c'est le travail du cardage, en fait, qui est représenté, le cardage de la laine, donc qui intervient qui est une des activités de préparation du fil, une des opérations de préparation du fil. Bon. Donc, une représentation, les métiers se donnent à voir ou sont représentés dans ces sanctuaires, qui sont souvent les principaux sanctuaires des villes, cathédrales, collégiales, etc. Les métiers sont, en fait, ces métiers qui se donnent à voir sont en fait des interlocuteurs essentiels de l'autorité municipale et des seigneurs de la ville, non seulement quand ceux-ci veulent arbitrer entre les métiers ou légiférer sur la place des métiers ou encore sur les nuisances des activités en ville, mais aussi quand les pouvoirs citadins ont besoin d'associer les habitants de la ville, donc les actifs de la ville, aux affaires financières et militaires de la ville. Et les métiers fournissent un cadre d'organisation policière et fiscale extrêmement commode dans les villes. Par exemple, à Paris, un certain nombre de métiers, pas tous les métiers, pas 100% des métiers parisiens, mais un grand nombre des métiers parisiens doivent le guet, doivent faire le guet, c'est-à-dire la surveillance nocturne de la ville, et le haut-ban, c'est-à-dire une taxe spécifique qu'il verse au prévôt royal, qu'il verse aux représentants de l'autorité royale à Paris. Mais ce système n'est absolument pas propre, même s'il porte d'autres noms ailleurs, il n'est pas propre à Paris.
Il est donc vraisemblable que l'institution du métier a été au départ voulue par les pouvoirs seigneuriaux pour contrôler la population citadine en pleine croissance, pour tirer profit aussi de cette croissance citadine via la fiscalité, aussi pour contrôler les activités de production et puis contrôler la réputation des artisans de la ville et au-delà la réputation de la ville elle-même. Contrôle de la production, le contrôle de la réputation de la production est absolument essentiel et un certain nombre de règlements citadins sont directement dirigés vers cela. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle les bans et chevinaux de Douai, c'est simplement en fait, les règlements municipaux de la ville de Douai qui se multiplient dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et une série de ces règlements municipaux vise précisément à organiser le travail de la laine. Douai est une de ces grandes villes de la draperie, à organiser le travail de la laine, à organiser strictement le recours à certains outils, les volumes de production, les normes de fabrication. Tout ceci pour s'assurer que la production finale est de bonne qualité et que la production finale des ateliers de Douai est de bonne qualité. Il y a tout un ensemble d'esgardeurs, c'est-à-dire de gardiens, de gardes, qui surveillent l'application de ces règlements municipaux. Et enfin, une fois qu'un drap de laine a été produit à Douai selon les normes de la ville, selon les normes assez strictes que prévoit la ville, un sceau est apposé sur le drap de laine qui vient certifier que le drap produit est bien un drap de Douai conforme aux préconisations de la ville. Donc il y a un attachement, les métiers sont là pour assurer cette réputation de la production de la ville et assurer aussi ce rayonnement des activités des villes qui sont des possessions seigneuriales pour beaucoup d'entre elles. De la même façon, il est très important, les métiers, et les villes aussi, veillent souvent, pas systématiquement non plus, mais souvent dans beaucoup d'activités, à la réglementation de l'apprentissage. Et elle règle les durées d'apprentissage, et parfois les durées d'apprentissage peuvent nous sembler relativement longues. Par exemple, à Paris, on constate que les durées d'apprentissage qui sont connues, elles oscillent de 3 à 12 ans, pour des métiers qui parfois pourraient nous sembler pas si compliqués que cela. Ce sont des durées d'apprentissage qui tournent autour de 7 ans en moyenne, très souvent, donc qui sont loin d'être négligeables pour des activités dont toutes ne consistent pas à produire des objets d'une extrême richesse. Tout le monde, je ne parle pas là uniquement des apprentis orfèvres. Certes, l'apprentissage de l'orfèvrerie est long. Vous avez d'autres métiers où 12 ans d'apprentissage sont requis, par exemple pour pouvoir fabriquer ce qu'on appelle les pâtenôtres, donc je ne trouve plus l'équivalent, enfin le nom actuel, pardon, le mot m'échappe, mais enfin vous voyez, c'est les chapelets. Voilà, certains chapelets, il faut 12 ans d'apprentissage pour être jugé digne de la fabrication de chapelets de certaines matières à Paris. Donc un long apprentissage, parce que là aussi ce long apprentissage est garanti de technicité et de qualité pour le métier, pour la ville, etc. Enfin, dernière chose qu'il faut souligner, dans certaines villes, l'appartenance au métier garantit l'accès à des magistratures municipales. Alors, ce n'est pas le cas partout, mais dans certaines villes, notamment dans les villes du nord de l'Italie, et puis dans certaines villes de Flandre également, pour pouvoir accéder à l'exercice de magistrature municipale, donc participer activement en fait au gouvernement de la ville, il faut être en fait membre d'un métier. Bon. Encore une fois, ce n'est pas le cas partout. Par exemple, c'est guère le cas, on ne peut pas dire que ce soit le cas à Paris, puisque à Paris, finalement, les magistratures municipales sont très peu nombreuses. Il y a 5 magistrats municipaux à l'époque à Paris, et en gros, 6 à 7 métiers qui occupent toutes les places des magistratures municipales. C'est-à-dire que les magistrats municipaux connus au XIIIe, XIVe et début du XVe siècle, on va dire, proviennent tous de 6 à 7 métiers. Donc ce ne sont pas tous les métiers parisiens qui garantissent une place, un accès aux magistratures municipales. Mais enfin,
malgré tout, l'appartenance à un métier offre la possibilité finalement d'une citoyenneté politique, plus ou moins active. L'accès à des magistratures municipales dans certaines villes, et puis, de manière puridique, du moins, la participation à ce monde des citoyens dans d'autres villes. Et puis, c'est vraiment le dernier élément que je mentionnerai s'agissant des métiers. L'appartenance à un métier donne accès pour ses membres à certaines formes de solidarité élémentaire. Les membres de certains métiers, qu'ils aient ou non organisé une confrérie, il peut exister une confrérie, il peut ne pas exister de confrérie, mais les membres de certains métiers entretiennent en fait une caisse commune de solidarité qui vient en aide soit aux malades du métier, soit aux veuves du métier, soit aux orphelins du métier, et une caisse de solidarité dont l'activité en fait la plus fréquente malgré tout est de prendre en charge les funérailles des membres du métier. Mais enfin, on voit par exemple, puisque moi je m'occupe beaucoup des couturiers, la confrérie des couturiers de Paris a une caisse commune qui est destinée à prendre en charge, au moins pour un temps, les couturiers devenus aveugles. C'est une de ces maladies professionnelles des couturiers, la cécité. Et donc, la confrérie des couturiers, à la fin, au moins au plus tard, à la fin du XIVe siècle, a organisé cette prise en charge par une caisse commune de ceux qui deviennent aveugles. On sait aussi que les fourreurs de Paris ont très tôt, les fourreurs, ce qu'on appelait à l'époque les pelletiers, ont très tôt organisé une caisse commune de solidarité pour prendre en charge les malades du métier. Et là encore, ça n'apparaît pas dans n'importe quel métier. Le métier l'activité de fourrure est une activité extrêmement difficile, dont les conditions d'exercice sont particulièrement pénibles et malsaines, puisqu'il faut travailler dans l'humidité, dans la poussière, travailler les peaux et dans la chaleur. Et donc, c'est propice au développement de toute une série de maladies. Et donc très très tôt, en fait, on voit les groupements de pelletiers, de fourreurs organiser ce type de solidarité. Bon. Donc, travailler en ville, c'est pour, dans certains cas, dans certaines activités, dans certains lieux, à certains moments, pouvoir accéder à ce type de possibilités aussi, des possibilités politiques, et puis aussi, vous voyez, des possibilités qu'on dirait aujourd'hui sociales. Alors, on assiste donc à un mouvement qui est un mouvement de reconnaissance et de valorisation des savoir-faire techniques en ville au cours des à partir du XIIe siècle. Je voudrais maintenant insister dans un deuxième temps sur les ambiguïtés de ce processus, parce que ce processus que j'ai décrit, il est quand même assez connu. Ce processus a aussi recèle un certain nombre d'ambiguïtés, on va dire, et puis voilà, quelques zones, disons, d'ombre. Il y a d'abord, si on revient à ce texte, mais sans trop y insister, il y a d'abord une hiérarchie des métiers et des activités. Par exemple, le texte de Chrétien de Troyes mentionne un certain nombre d'activités. Mais enfin, il est assez aisé de se rendre compte que la plupart des activités qui sont mentionnées sont des activités qui viennent satisfaire les besoins du chevalier Gauvin. C'est-à-dire que Gauvin est attentif à Escavalon, d'abord, à toutes les activités qui vont lui permettre de satisfaire ses besoins. Donc c'est l'armurerie, le harnachement, les objets précieux, les arts de la table, etc. Donc les activités citadines les plus valorisées sont aussi celles qui répondent d'abord à la demande aristocratique. Au-delà de ce texte, du caractère peut-être un peu anecdotique du texte, de toute manière, les activités les plus valorisées sont celles qui viennent satisfaire, qui viennent répondre à la demande aristocratique en ville. Et cette demande aristocratique en ville, au cours des XIIIe, XIVe, XVe siècles, c'est notamment la demande des cours princières qui se fixent en ville de plus en plus à partir du XIIIe siècle. De manière plus générale, toutes les activités techniques ne se valent pas en ville. Par exemple, si on revient à nouveau à l'industrie textile qui occupe tellement de monde dans les villes, il est clair que ce qu'on appelle les drapiers dans l'espace français, c'est-à-dire les marchands de draps, ceux qui commercialisent les draps fabriqués, et qui, bien souvent, en organisent en fait la fabrication en amont,
en distribuant le travail au cours des différentes phases de fabrication du drap et entre les différents ateliers des spécialistes, ces drapiers, clairement, jouissent de la plus forte reconnaissance, de la plus forte estime sociale. On se rend compte aussi qu'ils sont régulièrement placés au sommet des hiérarchies fiscales, des hiérarchies de revenus, et puis on se rend compte aussi qu'ils sont souvent qu'ils occupent les meilleures places dans les gouvernements citadins, dans les magistratures municipales, qu'ils y sont les mieux représentés. Autre groupe de professionnels du textile qui jouit d'une relative estime, ce sont les tisserands, peut-être à un moindre degré que les marchands de draps, mais les tisserands, dans la mesure d'abord où ils possèdent un ou plusieurs métiers à tisser, et dans la mesure surtout où ils travaillent cette matière du drap, où ils travaillent d'abord le fil qu'ils vont transformer en drap, qu'ils ont ce rapport spécifique à la matière, c'est un métier qui est souvent valorisé. Peut-être pas autant que celui des drapiers, mais tout de même, c'est un métier sur lequel on veille. En revanche, il y a toute une série d'opérations dans l'activité textile qui sont considérées comme assez mineures. C'est notamment la préparation du fil, le filage de la laine. Et puis, à l'extrémité, il y a, je ne peux pas m'empêcher d'en parler, puisque je les aime beaucoup, ce sont les couturiers. Les couturiers et les tailleurs interviennent à la fin, nettement à la fin de ce processus. Ils sont ceux qui vont transformer le drap de laine en vêtements. Et couturiers et tailleurs, en fait, fabriquent les vêtements à partir du drap de laine qui leur est fourni par les clients. C'est-à-dire que les clients, partout, c'est comme ça que ça s'organise, les clients achètent le drap de laine à des marchands drapiers, en général à des drapiers, et puis ils portent ensuite les pièces de drap à un couturier, à un tailleur, pour que celui-ci prenne les mesures et puis confectionne, taille et couse le drap afin de confectionner le vêtement désiré par le client. Donc a priori, on pourrait considérer que les couturiers et les tailleurs sont très importants, sont des personnages très importants, puisque c'est eux qui créent une pièce, un objet éminemment utile, le vêtement. En réalité, on se rend compte que leur position est assez ambiguë. Et on peut prendre pour cela le cas de Paris, si vous voulez bien, et suivre la terminologie française. Alors, à Paris, les couturiers sont appelés cousturiers, d'accord, comme aujourd'hui, cousturier. Le terme vient du mot latin qui signifie coudre, consuere, coudre. Et ce terme latin, ce n'est pas tout à fait n'importe lequel, puisque c'est celui qui est employé dans la Bible pour désigner ce moment où Adam et Ève ont cousu des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Après le péché originel, quand Adam et Ève ouvrent les yeux et découvrent leur nudité, ils cherchent tout de suite à couvrir leur nudité et la Genèse dit, ils cousent, et donc c'est le mot qui est employé, c'est consuere qui est employé, ils cousent des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Alors, du coup, le terme est un peu ambigu. Pourquoi ? Parce que coudre des pièces entre elles, c'est faire œuvre d'unité, c'est unir, c'est créer quelque chose par l'union de différentes pièces d'étoffe. Donc ça pourrait être considéré comme positif. Et d'ailleurs, très souvent, ce n'est pas le cas seulement à Paris, mais là je vous montre un méro de la confrérie des couturiers et tailleurs de robes de Paris du début du XVe siècle, donc un petit jeton, caractéristique de la confrérie, de ce métier. Ce jeton représente la Trinité. Et en fait, le saint patron des couturiers de Paris à cette époque, c'est pas un saint, c'est la figure de la Trinité. Ils ont choisi leur chapelle est dans l'église de la Trinité au nord de Paris. Bon. Et précisément, la figure de la Trinité, quelle est sa particularité ? C'est qu'elle unit, en une seule figure, en elle-même, elle unit trois personnes, les trois personnes divines. D'accord ? Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc il y a cette idée que le travail de couture, c'est un travail d'union. Et c'est quelque chose qu'on retrouve ailleurs, dans d'autres passages en fait, de la Bible, mais qu'il serait un peu long de citer ici. En même temps, je l'ai déjà mentionné, Adam et Ève cousent ces feuilles de figuier à la suite de la chute, à la suite du péché. Donc ça introduit déjà un premier élément d'ambiguïté dans la valeur même qui est accordée à ce travail. Et puis par ailleurs, le métier de couturier est préférentiellement appelé tailleur de robes.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le vocabulaire commun, c'est le mot cousturier qui est employé. Dans le vocabulaire le plus commun, c'est le mot cousturier qui est employé. Mais dans le vocabulaire institutionnel, c'est-à-dire le prévôt royal de Paris, le représentant du roi à Paris, c'est l'expression tailleur de robe qui est utilisée, comme tailor de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, c'est tailleur qui est employé. Et là, on voit qu'il s'agit d'insister sur une autre dimension du métier, c'est plus la couture, c'est la coupe et c'est la taille. Et donc vous voyez que du coup aussi, l'autre côté du méreau, du jeton de la confrérie des tailleurs de robe, c'est une paire de ciseaux, qui correspond à cette opération de coupe à l'aide des ciseaux. Et en réalité, couper, c'est faire une autre opération assez différente et qui a une autre valeur que celle que je viens d'indiquer, qui est celle de l'union. L'activité est encore plus ambiguë, la valeur de cette activité est encore plus ambiguë quand on considère qu'en fait, le mot tailleur et le mot tailor de la même façon se diffusent à un moment où se diffusent dans le vêtement des formes nouvelles, à partir du XIIIe, du XIVe siècle, c'est quelque chose que Odile Blanc a bien montré en particulier, à partir du moment où se diffusent dans le vêtement des formes nouvelles, qui ne sont plus des drapés extrêmement amples, mais des formes beaucoup plus ajustées au corps, beaucoup plus serrées le long du corps, la coupe du vêtement, la coupe du drap, devient un moment essentiel du métier. Parce qu'on ne laisse plus flotter les draps le long du corps, mais au contraire, on coupe de façon très ajustée, on coupe et puis on coud, mais on produit des vêtements très ajustés. Du coup, à ce moment-là, se diffuse le mot de tailor ou le mot de tailleur de robe. Mais là encore, vous avez une énorme ambiguïté, parce qu'à la fois, c'est certes des innovations qui se diffusent, mais en même temps, ce qui se diffuse avec ça, c'est tout simplement la mode, et l'émergence de la mode, et toutes les polémiques, en particulier les polémiques cléricales que suscite la mode à partir du XIIIe siècle. Se développe à partir de là une intense polémique contre la mode, contre le luxe, contre ces plaisirs du vêtement bien ajusté, et du vêtement qui montre trop, ou plutôt qui flatte trop la silhouette, etc., ou qui est trop luxueux. Et ça coïncide avec la diffusion de ce qu'on appelle les ordonnances somptuaires, donc ces ordonnances qui réglementent le luxe, notamment le luxe vestimentaire. Donc il y a des métiers comme ça. Là, je ne vous ai pas pris le métier le moins considéré. On sait qu'il y a des métiers qui sont vraiment mal considérés, les métiers de boucher, les métiers qui traitent le sang, qui sont en rapport avec le sang en particulier. Là, c'est un métier qu'on pourrait considérer comme plus favorable d'une certaine façon. En réalité, vous avez là des considérations sur la valeur ambiguë de certains métiers. Alors pourquoi cela? Parce que c'est un métier, en fait, qui certes traite le drap, qui s'occupe du drap, mais qui n'est pas considéré véritablement comme créateur. Ce qui est créatif, c'est la création de la matière elle-même. Donc la transformation du fil en tissu, la production du drap, ça c'est créatif. Mais couper le drap et coudre le drap, c'est considéré comme beaucoup moins créatif. Et donc, c'est une chose que l'exposition sur le verre au Moyen-Âge montre aussi bien. Il y a une valorisation des matières et du travail des matières, mais du travail productif des matières, créatif des matières. Et du coup, des activités qui sont moins en lien avec cette création de matière sont moins reconnues. Il y a une hiérarchie des activités et une hiérarchie qui va avec une hiérarchie qui ordonne une certaine vision du monde, une vision du monde qui accorde une valeur spécifique à la qualité intrinsèque des choses, à leur matière. Donc le verre pour l'exposition, et puis là, le drap de laine pour cette partie du textile. Donc il y a, sans détailler, on pourrait reproduire cet exemple, on pourrait, je pense, de la même façon prendre d'autres exemples. Donc il y a activité et activité en ville, actifs et actifs, travailleurs et travailleuses, et de fait on constate que les couturiers de toute façon sont toujours au bas de la hiérarchie fiscale, dans les villes, partout où l'étude a été menée c'est le cas, ils sont au bas de la hiérarchie fiscale, donc au bas de la hiérarchie des revenus, ils accèdent très rarement à des magistratures urbaines, municipales, jamais à Paris par exemple, absolument jamais, même si on pourrait considérer que ceux qui taillent des costumes pour le roi, pour les princes, etc., sont des personnages importants, en fait, le métier en tant que tel n'en tire pas une particulière reconnaissance, loin de là.
Alors, en dehors de cette hiérarchie des... ah oui, ça il faut quand même que je vous en parle de haut, c'est encore le cas des couturiers, mais c'est simplement pour vous dire que même si ces couturiers peuvent être de grands savants en réalité, enfin des gens, enfin non, de grands savants j'exagère, mais des gens qui ont une réelle compétence. Par exemple, on a gardé, pour Paris, on a gardé certains feuillets du livre de boutique d'un couturier qui est Colin de Lormois, un couturier du XVe siècle. C'est le seul livre de boutique dont on ait gardé des fragments pour Paris, pour le Paris médiéval, je veux dire. Et donc ça veut dire que ce couturier, il notait ses factures, toute son activité, enfin une partie de son activité, il l'écrivait, il la mettait par écrit. Ça dénote quand même un certain savoir, une certaine technicité dans la tenue de ces factures, de l'enregistrement de ce métier. Mais c'est malgré tout un métier relativement peu considéré. Alors, une deuxième ambiguïté qui invite à nuancer fortement la valorisation du travail citadin qui se produit au Second Moyen-Âge, c'est la situation du travail féminin, des activités des femmes. Rapidement, si je vais rapidement à la conclusion, la valorisation, tout se passe comme si la valorisation des activités techniques en ville profitait d'abord aux hommes, en fait, profitait d'abord au travail masculin et de façon vraiment très, très secondaire au travail féminin. Alors on connaît pourtant, partout, je dirais. Partout, on pourrait faire la liste des nombreuses activités qu'occupent les femmes dans ces siècles-là. À partir du moment où on a des listes, on connaît des chambrières, des blanchisseuses, des nourrices, des porteuses d'eau, on connaît des fileuses, j'en ai mentionné, il y a beaucoup de couturières aussi, il y a des femmes orfèvres, y compris à Paris à la fin du XIIIe siècle, tavernières, hôtelières, il y a des maîtresses d'école, bien entendu, des médecins, des libraires et même des enlumineurs. Et ça, c'est une image assez connue. Vous avez ici une enlumineur ou une enlumineuse, je ne sais pas comment il faut féminiser ce nom, qui est Jeanne de Montbâton, qui est active dans la première moitié du XIVe siècle à Paris, qui a enluminé ce manuscrit du roman de la Rose, conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de France, et elle se représente au bas d'un feuillet, dans les marges d'un feuillet. Elle se représente ici en train d'enluminer, en fait. C'est elle, ici. Elle s'est représentée elle-même, et là, elle a représenté son époux, Richard, qui travaillait avec elle sur le manuscrit. Donc voilà, il y a des femmes qui sont vraiment dotées de compétences techniques et puis qui en sont parfaitement conscientes, manifestement, puis qu'elles se représentent. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, il y a toute une myriade d'activités qui sont partagées par les hommes et par les femmes. Mais malgré tout, les femmes, il est frappant de constater que les femmes restent aux marges de l'organisation des métiers un peu partout. Un peu partout, les femmes restent aux marges de l'organisation des métiers, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas complètement en dehors de l'organisation des métiers, mais elles ne sont pas pleinement partie prenante de l'organisation des métiers. En fait, beaucoup d'activités sont mixtes, mais peu de métiers le sont, peu d'organisations constituées de métiers le sont, et encore moins sont des métiers féminins, exclusivement féminins. Alors, par exemple, à Paris, puisqu'on peut assez bien situer les choses, enfin, relativement bien situer les choses à Paris vers 1300. 172 activités sont mentionnées dans les documents fiscaux parisiens aux alentours de 1300 comme étant des activités exercées aussi par des femmes, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de femmes qui sont mentionnées comme contribuables avec une activité. Et au total, il y a comme ça 172 activités qui sont occupées par des femmes. Bon. À Paris vers 1300. Notamment 6 orfèvres parmi toutes ces femmes. Mais en revanche, il n'y a que 22 règlements de métier, parisiens qui, à la même époque, prévoient explicitement l'activité des femmes en leur sein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit il s'agit de métiers mixtes, il y a 16 métiers qui sont énoncés comme étant mixtes, c'est-à-dire que dans leur sein, il y a des maîtres et des maîtresses du métier. Des maîtres et des maîtresses du métier. D'accord ? Et il y a 6 métiers qui se présentent comme exclusivement féminins, où on n'a que des maîtresses du métier. Et ces 6 métiers sont tous dans le secteur de la soie, dans le travail de la soie. Notamment les fileuses de soie. Le métier des fileuses de soie, c'est un métier qui, a priori, se présente comme exclusivement féminin. Bon, voilà, à Paris, vers 1300. Bon. Donc,
là, je vous montre une autre représentation. Hein. Les femmes sont forcément associées au travail, hein, puisque de toute façon, le travail citadin a lieu en général. Hein, le cadre du travail citadin, c'est l'atelier, c'est la maison, c'est l'atelier domestique. Il n'y a pas de séparation entre l'espace de travail et l'espace d'habitation, entre l'atelier et la maisonnée. Hein. Il y a simplement une pièce qui sert à recevoir le public, les clients, sur l'avant de la maison, ou au rez-de-chaussée de la maison, mais c'est l'espace de travail, hein, c'est à la fois cet espace de réception du public et le reste. Donc il y a une confusion entre habitat, hein, et vraiment espace domestique et espace de travail. Donc il n'est absolument pas étonnant que beaucoup de femmes soient associées au travail de l'atelier et de la boutique et soient présentes, mais en revanche, elles apparaissent de façon vraiment très 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 secondaire et très 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 mineure dans les organisations professionnelles qui donnent accès, on va dire, à la reconnaissance sociale et à la reconnaissance politique. Alors, j'avance là-dessus, hein, je ne détaille pas tout ce que j'aurais souhaité. Une dernière chose qui invite à moduler, hein, cette valorisation du travail citadin, c'est, on va dire, le sort du travail salarié. Qu'en est-il du travail salarié en ville ? Alors d'abord, je vous ai présenté de façon, on va dire, assez canonique ce que l'on sait des organisations de métiers, hein, qui sont très importantes, hein, qui recouvrent une bonne partie des activités citadines, pas jamais toutes les activités citadines, mais une bonne partie des activités citadines. À l'intérieur de ces groupements de métiers, il y a donc des maîtres, mais une partie des maîtres des métiers sont en fait salariés. Hein, ils sont en fait salariés et ils ne parviennent pas à se fixer et à entretenir leur propre atelier, leur propre boutique, leur propre ouvroir, comme on dit dans la moitié nord du royaume. Donc une partie des maîtres, en fait, quoique détenteurs de la compétence technique, hein, est obligée de se salarier. Donc théoriquement, la valorisation du travail citadin devrait s'accompagner, je veux dire, du fait que la compétence technique devrait vous valoir renommée et reconnaissance. En fait, il y a des cas où la compétence technique, hein, ne suffit pas à sortir un certain nombre d'actifs de la marginalité. Hein, c'est le cas de ces maîtres salariés. Il y a ensuite ce qu'on appelle les valets, hein, ou parfois en Angleterre les servants, hein, c'est-à-dire des salariés stables, hein, des salariés stables, je simplifie un peu, c'est-à-dire des salariés qui sont employés de façon récurrente et de façon durable dans un atelier, dans une boutique, hein, par un maître du métier. Ces gens-là ont toute la compétence technique nécessaire pour exercer le métier, mais ils sont, hein, contraints en fait au salariat, hein, pour une partie d'entre eux contraints au salariat, ils ne peuvent pas s'installer comme indépendants. Et donc ce volant de la population, il est parfaitement renseigné, il est parfaitement connu et il existe. Et puis il y a une troisième catégorie, on va dire, de salariés, ce sont les salariés qui s'embauchent à la journée ou à la semaine, hein, qu'on connaît aussi, puisqu'il y a des places d'embauche dans les villes de l'époque, où ceux qui ont besoin, hein, d'être embauchés pour la journée, pour quelques jours, se présentent le matin et peuvent offrir leurs services aux maîtres des ateliers, aux patrons qui auront besoin d'eux, soit pour une journée, soit pour une semaine, soit pour quelques jours. Donc, on constate qu'en fait que la condition salariale dépend moins de la compétence technique, hein, que des conditions de l'embauche et de la rémunération. Donc la valorisation de la technicité, de la compétence technique, hein, ne s'accompagne pas d'une promotion générale des actifs en ville. Hein. Même chez les actifs les plus compétents, il y a des différences et une hiérarchisation interne des statuts entre maîtres, salariés stables, salariés instables, etc. Alors juste pour vous donner des indications, ces salariés ont une place très très réduite dans les organisations de métiers, hein, c'est-à-dire qu'en particulier pour accéder, il est très difficile pour ces salariés, il est rare en fait, hein, pour ces salariés d'accéder aux postes de représentation à l'intérieur du métier, aux postes qui permettent d'organiser le métier, hein, ces postes de juré. Ça arrive dans certains métiers, mais c'est assez rare. Et puis, il faut bien voir que se place devant ces salariés, souvent, et de plus en plus au XVe siècle, comme
cela a été établi par un certain nombre d'historiens, de plus en plus au XVe siècle, se place devant ces salariés un certain nombre de barrières qui sont des barrières d'accès à la maîtrise. C'est-à-dire que ces salariés, il est difficile pour les salariés de sortir de la condition salariale, quand bien même ils ont toute la compétence technique pour exercer le métier, pouvoir s'installer de façon indépendante dans un atelier, cela suppose la réunion d'un certain nombre de conditions. Alors sans parler même des conditions de naissance, parfois des conditions héréditaires qui peuvent être posées par certains métiers. C'est-à-dire que certains métiers disent que seul le fils de maître peut devenir maître. Certains métiers disent que seul celui qui a été formé dans la ville, a fait son apprentissage dans la ville, peut devenir maître dans la ville, etc. Sans même parler de ces conditions-là, qui sont fixées, qu'on voit apparaître notamment au XVe siècle dans certains métiers, il y a tout simplement des barrières économiques d'accès à la maîtrise. Alors là, j'ai simplement essayé de reconstituer les choses rapidement. Pour le métier de serrurier à Paris au XVe siècle, le métier de... Je m'arrêterai bientôt là. Le métier de serrurier à Paris, alors le métier de serrurier, il ne s'agit pas seulement de confectionner des clés et des serrures, il s'agit de faire ça, mais il s'agit aussi en fait de travailler dans tout le métal de la construction, donc y compris les fermetures, les ferments de fenêtres, etc. Ce n'est pas simplement les clés et les serrures, tout le travail du métal, une bonne partie du travail du métal dans la construction. Pour accéder au métier de serrurier à Paris, il faut d'abord acheter le métier au roi, en l'occurrence en fait au maréchal de la forge du roi, et donc ça coûte 5 sous parisis au départ, et ensuite il faut continuer à cotiser 7 deniers parisis par an. Bon. Ensuite, il y a un droit d'entrée qui est versé au roi, à nouveau, ça ne suffit pas, et au responsable du métier, au juré du métier. Donc c'est 10 sous parisis au début du XVe siècle. Ensuite, il faut faire un chef-d'œuvre. C'est quelque chose qui se répand dans les métiers, surtout à partir du XIVe siècle. On voit poindre au XIIIe siècle. Enfin, ça. Il faut faire un chef-d'œuvre, c'est-à-dire que lui, il doit faire une belle serrure et une belle clé ouvragée. Et il faut fournir la matière première la plupart du temps, sauf dans certains cas, certains métiers prétendent de fournir la matière première. Enfin, c'est un peu douteux. Ensuite, il faut payer un banquet aux membres du métier, ou bien, selon les années, selon les moments, etc., faire des dons aux membres du métier qui vous accueillent au métier. Ensuite, il faut soit acheter, soit être possesseur, soit louer un atelier. Et j'ai essayé d'évaluer ce que coûte un atelier à partir de cas attestés. Et donc, on peut les attester, à Paris, environ, et honnêtement, j'ai pris les chiffres les plus favorables à notre serrurier putatif, 160 sous parisis par an. Ensuite, il faut avoir une enclume, d'autres outils aussi, mais ne serait-ce qu'une enclume, ce qui est quand même le b.a.-ba du métier de serrurier. Eh bien, on a dans la documentation des attestations de location d'enclume par des serruriers ou par d'autres spécialistes du travail des métaux, et c'est 24 sous parisis par an. C'est un tarif relativement stable. Bon, et puis ensuite, il faut cotiser à la boîte de la confrérie des serruriers, qui est la confrérie Saint-Éloi. Ça ne doit pas aller chercher bien loin. Je n'ai pas trouvé le chiffre exact, mais ça ne doit pas être très, très élevé. Donc, au total, on arrive à un premier versement en une fois qui est un minimum de 65 sous parisis, et ensuite à un coût permanent. Et là, je ne parle pas de la main-d'œuvre, je parle simplement de réunir simplement les locaux et quelques matériels et la jouissance du métier, du droit d'exercer le métier, à un minimum de 185 sous parisis par an. Bon. Et je vous mets en regard ce que gagne un serrurier salarié à cette époque, autour de 3 sous parisis, 2 à 4 sous parisis, selon qu'on lui fournit la nourriture ou pas. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ce calcul, on comprend que ce n'est pas impossible de devenir maître serrurier. Mais malgré tout, je veux dire, entre cette somme-là, au total, qui fait plus de 250 sous parisis, et cette somme-là, qui est le salaire journalier, il y a un facteur 83. Donc, il faut réunir 83 jours de revenus, et de revenus qu'on consacre uniquement, qu'on économise entièrement, qu'on ne consacre pas à autre chose, ni à manger, ni à nourrir sa famille, ni à se vêtir, etc. etc. Donc la chose n'est pas impossible. 83 jours de travail, c'est 4 gros mois, on va dire, de travail. Ce n'est pas impossible, mais malgré tout, ça peut être difficile quand on a charge de famille, par exemple, quand on n'est pas logé par son maître, etc. etc. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, les salariés, une partie des salariés sont ainsi pris dans des rapports de dépendance au maître du métier et, pour d'autres, dans des rapports de dette, des rapports d'endettement qui sont liés au coût de l'entrée de l'installation dans le métier. Voilà. Alors, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'aimerais qu'on me fasse signe. J'ai peut-être dépassé un peu le temps.
Oui, je m'arrête là. Ça veut dire oui. Oui, on arrête là, c'est ça. Donc,